Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Daniel Richard ici, bienvenue à la Centrale des Espoirs. Je suis en compagnie d'Éric Leblanc. La Centrale des Espoirs, c'est quoi au juste? Bien, tout au long de la saison, on va faire un bilan entourant les espoirs du Canadien à plus forte raison et aussi des différents dossiers qui entourent les espoirs dans la Ligue nationale de hockey. Et pour cette première émission, Éric, j'ai le goût qu'on commence avec peut-être chez les joueurs d'opposition, en tout cas, l'espoir numéro 1 du Canadien qui ne joue pas encore dans la Ligue nationale, c'est Michael Leitch, qui évolue dans la NCAA pour Michigan. Tout un début de saison, honnêtement. 11 points en 6 matchs. Un excellent premier match qui a peut-être gonflé les statistiques un peu, mais dans l'ensemble, il remplit les attentes depuis le début de la saison. Oui, ça s'imposait de commencer par lui. Puis la première chose aussi que je voudrais dire, c'est que c'est pas mal plus intéressant maintenant de suivre les espoirs du Canadien qu'il y a quelques années. Quand il y avait vraiment un creux, là, je me souviens des Cam Ellis, des Josh Brooks. C'était difficile de voir un potentiel. Milieu des années 2010. Oui. Alors que là, tu regardes Michael Leitch, tu n'as pas besoin de regarder tous ses matchs à chaque seconde. Tu vois tout de suite que le potentiel est vraiment présent. Tu vois aussi l'évolution dans son jeu. Il est encore meilleur pour protéger la rondelle parce qu'il est plus fort physiquement. Il réussit à se libérer pour devenir une excellente option. Évidemment, on sait que son tir est très bon. Moi, j'ai été vraiment impressionné par ses matchs. Le bémol que j'ai vu à certains moments, c'est qu'il tente encore d'en faire un peu trop. Des jeux la même chose que toi. Risqués près de sa ligne bleue offensive. C'est la même chose que toi. Je me disais, contre une bonne opposition, c'est pas trop long que ça tourne de côté. Je pense pas que ses coachs ont aimé ces moments-là. J'ai vu la même chose que toi, surtout dans des matchs où est-ce que le pointage était peut-être plus élevé, que ça en permettait un petit peu plus. C'est un joueur, quand tu le vois, c'est un excellent patineur. C'est un joueur très mobile. Et puis, on dirait que, surtout dans la NCAA, il est souvent tout seul. Il est souvent capable de se créer de l'espace parce qu'il est tellement mobile. Dans la Ligue nationale, ce ne sera plus le cas. Même dans la Ligue américaine. J'ai hâte de voir comment il va s'ajuster. Puis si tu n'en parlais pas, j'en aurais parlé moi aussi. J'ai vu, puis on a peut-être la même séquence en tête, où il est à sa ligne bleue, puis il tente une feinte. Où est-ce que dans la Ligue nationale, tu ne pourras jamais faire ça. Tu peux même pas penser faire ça. Tu peux même pas penser à faire ça, même au niveau professionnel. Dans la Ligue américaine, il ne pourra pas faire ça non plus. Il y a un truc aussi où est-ce que Michael Leitch, depuis le début de la saison, son pourcentage de réussite, c'est tir au but à 22 %. Ça t'offre pas. J'ai fait une petite recherche pour un comparatif dans la LNH. L'année passée, il y a un joueur qui a été capable d'avoir un pourcentage de réussite de 22 %, puis c'est Brayden Point. Et chez le Canadien, le plus haut, c'est Nick Suzuki à 17 %. Donc, ça ne tiendra pas, évidemment. Puis je pense pas qu'il va conserver de façon un rythme de pratiquement 2 points par match. Mais il démontre... En tout cas, chose certaine, c'est qu'il démontre qu'il peut être un des bons joueurs offensifs de la NCAA cette saison. Parce que tu l'as sûrement vu comme moi, dès qu'il reçoit la rondelle, il sait déjà où il va l'envoyer. Là. Il est comme une rapidité d'exécution. Puis il est vraiment un jeu en avance là, sur ses opposants présentement. C'est sûr qu'il n'a pas fait face à la plus grande opposition depuis le début de la saison. Les 2 matchs les plus difficiles, c'était contre Providence, puis il s'en est très bien sorti. D'ailleurs, il a beaucoup mieux paru que Logan Sawyer, qui est un autre espoir du Canadien. Il n'a pas été mauvais, Sawyer, mais tu vois tout de suite que Michael Leitch est vraiment plus près que lui. Puis j'ai vraiment aimé à quel point son cerveau travaille vite. Ça me rassure pour la suite parce qu'il va être capable de faire les ajustements dont on parlait, là, ce qui était trop risqué dans son jeu. Ça va être intéressant de suivre parce que là, il en est à sa 2e saison dans la NCAA, la 2e saison après son repêchage. Aussi, il y a plusieurs espoirs de son calibre à lui qui, c'est à partir de cette fameuse 3e saison-là, donc la saison de 20 ans, qu'on fait le saut dans la Ligue américaine, probablement dans son cas. Fait que ça va être intéressant de suivre son évolution cette année pour voir si il va avoir démontré ce qu'il avait à démontrer dans la NCAA et passer au niveau professionnel. On reste dans la NCAA un peu, Éric. Le dossier que... peut-être pas ici à Montréal, mais à travers la planète hockey qu'on va le plus suivre cette saison dans la NCAA, c'est Gavin McKenna, qui a décidé de sauter sa dernière année junior avant son repêchage. On le sait, il est late, il est dominé au niveau junior. Et puis, sans dire que c'est un mauvais début de saison, il y a 6 points en 6 matchs. C'est pas les chiffres Gavin McKenna auxquels il nous a habitués au niveau junior. On n'est pas à 12-13 points en 6 matchs. Et puis, ça met peut-être les choses en perspective un petit peu où est-ce que la NCAA, quand tu as 17 ans, il y a 17 ans, tu affrontes des joueurs qui peuvent avoir 22, 23 ans, tu as beau avoir tout le talent du monde, c'est autre chose peut-être qu'au niveau junior à cet âge-là. C'est ça. Tu peux pas faire des miracles du jour au lendemain contre un calibre de ce niveau. Ce que j'ai hâte de voir, c'est à quel point son cerveau va être capable de s'adapter rapidement parce que tu l'as dit, là, il a détruit le niveau junior. Fait qu'à partir du moment qu'il va avoir figuré ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire contre des joueurs qui sont plus forts physiquement, je pense que ça va quand même augmenter sa production par match. Déjà, il ne restera pas un point par match. Non.
Déjà, il a réussi des très, très belles passes. C'est super prometteur pour la suite. Puis je pense aussi que l'engouement autour de l'équipe va énormément l'aider là, parce que tout le monde va en donner une coche de plus. Chaque joueur, on le voit, il est bien entouré. Il y a des partenaires qui sont très intéressants pour l'aider à mener son équipe très loin. Puis, il y a des partenaires qui sont très intéressants. Il y a Jackson Smith, qui est un choix de première ronde qu'on a connu au dernier repêchage. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux là-bas. Penn State, c'est pas un des programmes les plus populaires au hockey. Puis j'ai fait un petit décompte tantôt. Avec lui, il y a 2 choix de 7e ronde, il y a un choix de 5e ronde, il y a un choix de 6e ronde, puis un choix de 2e ronde. Ça, c'est en plus de Jackson Smith, qui est un défenseur, qui est un choix de première ronde. Fait qu'il évolue pas non plus à Boston College ou à Boston University. Il évolue avec beaucoup de... Puis en même temps, il y a une excellente équipe. Ils ont une fiche de 5 victoires, 1 défaite. Victoires, 1 défaite. Fait que dans leur conférence, ça reste une des équipes les plus solides. Mais comme tu le dis, j'ai hâte de voir au fil de la saison quand ses coéquipiers vont commencer à le comprendre, puis quand il va commencer à comprendre ses coéquipiers, puis quand il va être à l'aise, il va devenir de plus en plus fort aussi physiquement au fur et à mesure que la saison va avancer. Puis j'ai l'impression que au fight, et puis en février-mars, on pourrait être ailleurs dans son cas. J'ai hâte de voir pour les fêtes, mais avant ça, il va y avoir un duel fort intéressant. En fait, 2 matchs à la mi-novembre, les 14 et le 15. Ce sera Michael Age contre Gavin McKenna en Pennsylvanie. La planète hockey universitaire et même plus que ça va vraiment regarder les 2 confrontations. Puis ça va être intéressant aussi parce que les 2 joueurs vont être épiés par Hockey Canada pour le championnat mondial junior. Michael Age comme joueur de 19 ans. Donc, il n'a pas fait l'équipe plus tôt, mais on sait que c'est un tournoi souvent où est-ce qu'on va préférer les joueurs de 19 ans. Pourquoi? Parce que une année à cet âge-là, ça fait beaucoup de différence. Gavin McKenna, même s'il a 17 ans, il est sûr de faire l'équipe. Fait que ça va être intéressant à suivre. Éric, j'ai le goût qu'on se transporte du côté du Rocket de Laval, début de saison. Au moment où on enregistre cet épisode-là, Joshua Roy a été rappelé il y a quelques heures par le Canadien. On se demandait si ça allait être le premier candidat à être rappelé. Un bon début de saison. Il y a 3 buts. Il y a des points dans 4 matchs sur 5. Et puis, le défi pour lui, c'est un coup rendu dans la Ligue nationale, finalement, d'être capable d'être efficace, même s'il n'y a pas le même temps de glace qu'avec le Rocket, même s'il n'y a pas le premier avantage numérique. C'est de trouver un moyen d'apporter quelque chose malgré ça. Parce que c'est pas évident d'y arriver. Là. Il va avoir un rôle beaucoup plus de soutien. Moi, je me demandais combien de temps allait durer son purgatoire avec le Rocket en début de saison. Je m'étais dit, le Canadien va pas le rappeler tout de suite. C'est un message. T'es mieux d'être prêt mentalement. Là. Ça t'arrivera pas, Joshua. Reculer dans la hiérarchie, veut pas. Veut pas, c'est ce qui est arrivé. Puis je pense qu'il devait comprendre que c'est tout à fait logique. Mais là, c'est assez rapide comme rappel. Owen Beck n'a pas assez bien fait. Dans le match de lundi soir, Beck s'est un peu mieux débrouillé, à mon avis. Quelques jeux un peu plus incisifs ou avec plus de conviction. Mais Joshua Roy a quand même beaucoup plus de talent pour l'instant. Puis il peut compléter quand même mieux différents joueurs du Canadien parce que là, on recherche les meilleures combinaisons. Puis lui, il peut se promener facilement du 2e au 4e trio. Puis je pense aussi que le fait que dans les derniers matchs, déjà, on ait utilisé Nick Suzuki sur les 2 vagues d'avantages numériques, pratiquement. Je pense pas que c'est une solution que le Canadien veut à long terme. C'est sûr que ça aide. Là, quand il est sur le banc, c'est tentant de l'envoyer sur la glace. Mais je pense que ça, c'est un besoin. On va voir la suite avec Kirby Dach et Patrick Laine, mais je pense que Joshua Roy peut venir combler un besoin qu'Owen Beck ne comblait pas à ce chapitre-là. Il y a Jacob Fowler aussi qui a connu un bon début de saison, un jeu blanc aussi. Le match un mauvais match puis un bon match. C'est ça. J'ai quand même plus regardé le match d'ouverture locale. Il n'a pas été testé énormément. Quand il a été testé, il a fait le boulot. J'ai été très rassuré. Parce que quand on regardait le premier match, c'était 4 buts, mais il y avait des buts malchanceux Oui, vraiment. Au moins un but 2, qui dévie sur son défenseur, un but qui revient sur le poteau, qui revient dans le dos. Absolument rien faire. Il y avait surtout un but qu'il aurait aimé revoir. Puis, tu sais, là, on peut comparer avec Jakub Dobeš parce qu'on l'a vu dans les derniers matchs, le Canadien l'a utilisé. Il a été très, très bon. Puis malgré tout, quand je regarde Jacob Fowler, je trouve qu'il est en avance techniquement sur Dobeš. Oui. C'est spécial à dire parce que Dobeš, il a le côté très combatif, un guerrier devant le filet, il est même émotif. Fowler s'éloigne un peu de ça. Beaucoup plus calme. Fait que je pense qu'il va prendre son aise cette saison en jouant très souvent avec le Rocket. Puis on verra là, s'il passe devant Dobeš ou si, en termes d'efficacité, là, match après match. Y a-t-il d'autres joueurs chez le Rocket qui ont attiré ton attention depuis le début de la saison? Oui, certainement, parce qu'en défense, le Canadien a rappelé Mark Del Gaiso. Ça, je trouvais ça intéressant parce que quand on regardait les premiers matchs, on se disait ça va être Adam Engstrom qui va être rappelé en premier.
Bon, là, je pense que le Canadien a fait un choix un peu plus sécuritaire, Ouais, plus l'expérience prudent. de la LNH. C'est ça que Del Gaizo possède. Avec les Prédateurs de Nashville l'année Mais dernière. je comprends que ça puisse surprendre plusieurs partisans que ça ne soit pas Engstrom, mais c'est une décision très correcte. Là. Il n'y a rien de controversé là-dedans. Puis je voudrais ajouter une petite carte cachée. Moi, j'ai beaucoup aimé Jared Davidson depuis le début de la saison. Puis Ça a été très bon en série l'année passée. Oui, c'est ça. Je sens vraiment que ce jeune-là a les qualités pour jouer dans la Ligue nationale. Il ne sera peut-être pas un joueur d'impact très offensif, mais je pense que le Canadien va lui accorder sa chance cette saison à un certain point parce qu'il comble beaucoup de besoins. Il fait plein de petites choses qu'une équipe cherche là, chez un joueur de son talent. Effectivement, puis je pense qu'il connaît son rôle, puis que comme tu l'as dit, il n'y a pas à produire, il n'y a pas à se trouver une niche en avantage numérique. Fait que je pense qu'il est conscient du rôle qu'il peut apporter, puis ça va peut-être lui ouvrir des portes. On termine cette première capsule-là du côté de l'Europe. Et si tu m'avais dit qu'on parlait de ce joueur-là la première fois qu'on allait se jaser, j'aurais fait « je pense pas, Eric. On pense qu'on va attendre un peu. » C'est Philippe Eriksson, un choix de 6e ronde en 2023 qui évolue en SHL, qui est le calibre le plus fort en Suède, la première division en Suède. L'année passée, il a 2 buts, 4 passes en 36 matchs. Fait que c'était un joueur très marginal qui n'avait pas beaucoup de temps de glace. Cette saison, 14 points en 13 matchs. Au premier rang de son équipe chez les Pointeurs, c'est un joueur de centre qui est gaucher, 6 pieds 172 livres. Il va devoir ajouter un peu de muscle. Mais pour un choix de 6e ronde qui a 20 ans en ce moment, il en démontre beaucoup plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. On ne fera pas à croire qu'on a vu tous ces matchs, mais de ce profil de joueur-là, un point par match en Suède, c'est fort. C'est fort même pour un ancien joueur de la LNH. C'est ça, comme tu dis, c'est déjà impressionnant. Avec sa stature, c'est encore plus impressionnant parce qu'il ne peut pas se démarquer avec son physique. Il faut qu'il trouve d'autres outils dans son jeu. Puis là, je me suis dit, je vais aller voir des images, des extraits de ces matchs, puis pourquoi pas contacter une source, un recruteur que je connais en Suède d'une équipe de la Ligue nationale, parce que je voulais en savoir plus. Là, tu sais, je ne vous conterai pas d'histoire, je ne suis pas un expert de Philippe Eriksson. Puis il m'a dit c'est vraiment une des plus belles surprises de la saison. Même les recruteurs se posaient des questions. Donc, qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais c'est vraiment un gain de confiance qu'il est allé chercher. Puis l'élan l'a vraiment poussé à continuer sur ce rythme-là. Il réussit des très beaux jeux. C'est un bon fabricant de jeu, je pense. Très bon fabricant de jeu, capable d'avoir un lancer très potable. Puis il est intelligent. Puis un coup que ça se met en marche, que la confiance embarque, ça l'a donné les beaux résultats. Mais le recruteur me disait, on a quand même hâte de voir est-ce que ça peut se maintenir. Là. Il y a ça. Mais tu sais, 13 matchs, c'est quand même excellent. C'est le 5e pointeur. Ah non, c'est pas C'est rien. le 5e pointeur de la LNH. Et dans les 12 premiers pointeurs de la SHL du circuit, il n'y a pas un joueur qui est en bas de 25 ans. Mais non, c'est surtout ça, moi, qui m'impressionne. Est-ce qu'après 30 matchs, il va encore avoir un point par match? Je ne penserais pas, mais chose certaine, puis c'est pas pour un rôle à court terme, mais tu n'as jamais trop d'espoir de joueur de centre dans ton système. Puis il va nous forcer aussi à le suivre un peu plus parce que là, on vous promet qu'on va rester attentif à ses prochains matchs parce que j'ai vu des belles choses de lui sur la patinoire. Là. Parfait. Merci beaucoup, Eric. Très intéressant pour une première fois. On s'en parle bientôt. Plaisir, Dan.